En Géorgie, alors que 65% des voix ont été dépouillées, c'est Donald Trump, effectivement, avec 52%. Justement, ces résultats, on commence à en avoir beaucoup. Faisons le point avec vous, Anthony Lebos. Oui, l'état de la situation actuelle, en temps réel, qui de Kamala Harris ou Donald Trump sera le 47e président des États-Unis? Regardons ensemble effectivement cette carte électorale des États-Unis qui va s'afficher au pied de la Maison-Blanche. Et pour l'instant, c'est Donald Trump qui mène cette route vers les 270 grands électeurs nécessaires pour devenir président des États-Unis, avec 105 grands électeurs, 27 grands électeurs remportés par la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. On va se concentrer justement sur quelques-uns de ces États remportés par chacun des deux candidats, en commençant notamment par la Floride, vous le voyez, remportée par Donald Trump, avec 55% des voix, 30 grands électeurs en plus pour le camp républicain. L'Alabama aussi a été remporté par l'ancien président des États-Unis, largement cette fois, avec 76% des voix, 9 grands électeurs en plus pour Donald Trump. L'Indiana aussi est tombé dans l'escarcelle des républicains, avec 11 grands électeurs en plus pour Donald Trump. Il a remporté cet État avec 62% des voix. La Caroline du Sud, également remportée par Donald Trump. Vous le voyez, 9 grands électeurs en plus pour l'ancien président américain, 59% des voix contre 39% pour Kamala Harris. Donald Trump a aussi remporté l'Arkansas, État rouge, État républicain, 6 grands électeurs en plus pour le camp républicain. On va regarder aussi l'Oklahoma qui a été remporté également par Donald Trump, largement, là encore aussi avec 71% des voix, 7 grands électeurs pour Donald Trump. Le Missouri, également, État rouge, État républicain, 10 grands électeurs, vous le voyez, au centre des États-Unis, 55% des voix pour Donald Trump. Voici donc pour les États qui ont été remportés par l'ancien président américain. Revoyons ensemble cette carte électorale au pied de la Maison-Blanche. On a vu effectivement les États rouges. Il y en a quelques-uns aussi qui sont bleus, remportés par Kamala Harris, et notamment le Massachusetts, qui octroie à Kamala Harris 11 grands électeurs. Elle a gagné avec 56% des voix. Le Maryland aussi a été remporté par Kamala Harris, vous le voyez. 10 grands électeurs en plus pour le camp démocrate. D'autres États ont été remportés par Kamala Harris, notamment le Vermont, 3 grands électeurs, 60% des voix pour Kamala Harris qui l'emporte largement. Et puis aussi le district de Columbia, Washington, la capitale, remportée aussi par Kamala Harris, 3 grands électeurs. Kamala Harris qui a remporté 4 États pour l'instant. Voici pour les résultats définitifs. Il y a aussi des résultats partiels, et notamment dans l'État de la Pennsylvanie, qui est sans doute l'État clé, arbitre. Résultat partiel pour l'instant, vous le voyez avec ce petit chiffre qui s'affiche. Le dépouillement est à 45% pour l'instant. 19 grands électeurs à la clé. C'est Kamala Harris qui mène pour l'instant cette bataille. Le Texas aussi, État traditionnellement républicain. Il s'affiche en noir parce que ce sont des États encore où il y a des résultats partiels. C'est Donald Trump qui mène la danse. 40 grands électeurs à la clé, 52% de taux de dépouillement. Au Michigan aussi, autre État bascule, État pivot, qui est juste ici. C'est Kamala Harris qui mène pour l'instant cette bataille avec 56% des voix, taux de dépouillement 7%. L'Illinois également, résultat partiel pour cet État, 66% pour Kamala Harris, 32% pour Donald Trump. Le Connecticut également qui va s'afficher en noir, avec 53% pour Kamala Harris, avec pour l'instant un dépouillement qui est de 2%. Alors, effectivement, on a parlé de ces États bascules, notamment de la Pennsylvanie. La Pennsylvanie n'est pas le seul État bascule qui pourrait justement faire pencher cette élection américaine d'un côté comme de l'autre. Il y en a 7 qui vont s'afficher en jaune sur l'écran. Vous le voyez d'abord sur la côte ouest. Il y a le Nevada, il y a l'Arizona. On peut évoquer aussi la Géorgie qui est ici, un petit peu plus au nord, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie que je mentionnais. C'est la Rust Belt aussi composée ici du Michigan et du Wisconsin. Je vous le rappelle, 270 grands électeurs pour devenir président des États-Unis. On revoit une dernière fois cette carte. Donald Trump mène pour l'instant, 105 grands électeurs, 27 pour Kamala Harris. Benjamin, on continue de suivre cette grande soirée électorale depuis New York avec vous. Absolument, merci beaucoup Anthony Lebos pour toutes les clés de ce scrutin. Bonsoir à tous, vous regardez BFM TV pour cette nuit américaine exceptionnelle. Toute la rédaction est mobilisée pour vous faire vivre en direct cette nuit où la démocratie américaine peut basculer à l'instant. Les bureaux de vote des États clés
en Arizona, dans le Wisconsin et dans le Michigan sont fermés. Donald Trump a remporté plusieurs États, dont la Floride. Il fait la course en tête en termes de grands électeurs. Vous le disiez il y a un instant, Anthony, 105 contre 27 pour la candidate démocrate Kamala Harris. Mais c'est bien le vote des villes qui arrivera plus tard et qui pourra être déterminant. Vous le voyez, nos équipes sont mobilisées partout sur le terrain, bien sûr, auprès des candidats. La candidate démocrate à Washington, Donald Trump dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Et dans tous les États clés, les regards sont bien sûr rivés vers cet État clé, cet État qui peut faire ou défaire une élection, la Pennsylvanie et ses 19 grands électeurs. Nous vous retrouverons également dans un instant, Anthony Lebos, pour nous donner les clés de ce qui est en train de se passer, État par État, comté par comté. Vous regardez BFM TV, la nuit américaine continue. Alors qu'à l'instant, Donald Trump, le candidat républicain, remporte de nouveaux États, la Dakota du Sud, le Texas et le Wyoming. Aucun État clé, mais donc effectivement c'est le candidat républicain qui continue de gagner ces États qui, il faut dire, lui étaient de toute façon dévolus. Je vous salue et je salue ceux qui vont donc m'accompagner tout au long de cette soirée. Bonsoir Ulysse Gosset. Bonsoir Benjamin. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir Christine Ockrent. Bonsoir Benjamin. Consultante États-Unis pour BFM TV. Bonsoir Cynthia Iliouz. Bonsoir. Fondatrice de The Women's Voices. Et bonsoir Soufiane Al-Sabag. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, spécialiste de politique intérieure des États-Unis et auteur de La Nouvelle Droite américaine aux éditions Démopolis. Pour ceux qui nous rejoignent, Ulysse Gosset, dans cette folle nuit américaine, j'aimerais qu'on fasse un point sur l'état des forces. Donald Trump mène la danse en termes d'État gagné, en termes de grands électeurs. Mais attention, je ne vais pas dire que ça ne veut rien dire, mais on sait de toute façon que les premiers dépouillements sont favorables aux candidats républicains. Il n'empêche, qu'est-ce qu'on peut dire à l'instant T, à 3h03 heure française, du rapport de force entre le candidat républicain et la candidate démocrate? Alors 3h03 heure française, mais 21h03 heure américaine. C'est-à-dire on est au début de la soirée. Et il était déjà prévu effectivement qu'il y aurait une marée rouge en début de soirée. Et elle est bien là, effectivement. Donald Trump remplit les cases des États républicains qui lui sont acquis, sans surprise, et sans surprise non plus du côté démocrate où Kamala Harris, elle résiste, mais c'est normal parce que les États démocrates vont tomber un peu plus tard dans le courant de notre émission. Donc c'est important de rester attentif. L'écart que vous voyez là, qui est très important, 154 grands électeurs contre 27, paraît insurmontable. En réalité, ça va bouger assez vite pendant la nuit. Donc il faut rester vraiment vigilant et suivre donc là dans l'heure qui vient deux États très importants, la Caroline du Nord où effectivement il y a beaucoup de grands électeurs, mais surtout ça serait un symbole qui est un État clé, la Caroline du Nord. Oui, et symbole d'un pivot vers l'un ou l'autre camp, c'est-à-dire que si c'est Kamala Harris qui remporte la Caroline du Nord, les démocrates seront aux anges et ils se diront qu'ils peuvent enchaîner les victoires sur le chemin de la présidence. Par contre, si c'est Donald Trump, alors ça sera différent. Et puis l'autre État clé, évidemment, mais ça je n'invente rien, c'est la Pennsylvanie, évidemment. Bien sûr. Parce que là, on sait que c'est vraiment l'œil du cyclone et on attend avec impatience. C'est non seulement 19 grands électeurs, mais ça serait pour Kamala Harris qui va certainement remporter l'État du Michigan, la possibilité de remporter ce qu'on appelle le mur bleu, the Blue Wall, hein, et ça serait, je dirais, la barrière, le barrage anti-républicain qui commencerait à se mettre en place. Et c'est très important. Ulysse, vous évoquiez la Caroline du Nord qui fait donc partie de ces 7 États pivots, ces swing states. Sur 41% des dépouillements, Donald Trump, le candidat républicain, est à 51,9%. La candidate démocrate Kamala Harris à 46,9%, même s'il faut bien sûr préciser que nous n'en sommes qu'à 41% des votes dépouillés et que les grandes villes arrivent toujours plus tard et sont plutôt favorables à la candidate démocrate. Je vous interrogerai dans un instant sur les situations de Géorgie, de la Pennsylvanie, mais juste avant, je voudrais qu'on aille sur le terrain retrouver Igor Saïri. Igor, vous suivez la campagne du candidat républicain Donald Trump et vous êtes en ce moment même à West Palm Beach, là où la soirée électorale de Donald Trump est organisée, alors que Donald Trump fait la course en tête quant aux États remportés et aux grands électeurs nécessaires pour rentrer à la Maison-Blanche.
Et il est attendu, Donald Trump, particulièrement par ses sympathisants et ses grands donateurs qui l'attendent au Convention Center, qui est un bâtiment qui est juste en face de moi, à West Palm Beach. C'est à 3 km de Mar-a-Lago. Il est toujours chez lui, Donald Trump, mais il devrait passer d'ici 1 heure et demie, peut-être 2 heures, pour remercier tous ces généreux donateurs et ses sympathisants, ceux qui se sont mobilisés pendant sa campagne. Et là, je suis avec Scott. Scott, il est avec moi. Ce n'est pas un donateur, c'est un sympathisant. Et ça fait 3 heures qu'il est sur le banc, juste à côté ici, parce qu'il voulait participer à cette électricité dans l'air à Palm Beach. Nous sommes sur les terres de Donald Trump et vous le voyez, il porte la fameuse casquette, la célèbre casquette rouge, Make America Great Again. Scott, tell me why. Dites-moi, Scott, pourquoi êtes-vous resté ici assis pendant 3 heures? Et on est venu ici à Palm Beach, je vous ai compris en gros, pour être témoin de ce déroulement. Trump va venir et on veut vivre l'événement. J'espère que Trump va gagner. C'est mieux pour notre pays, je pense, et pour le monde. Donc j'aimerais faire partie de ce moment. Il devrait gagner la Floride, le Texas, ce n'est pas une surprise. Êtes-vous confiant après cet élan? Oui, alors nous n'en sommes qu'au début. On a des informations qui arrivent tout juste, la Floride. On va gagner les États républicains. On va voir ce qui se passe dans les États pivots, qui peuvent aller d'un côté ou de l'autre. On verra bien quels seront les résultats. La Géorgie, peut-être pour nous. Pennsylvanie, on verra. Parce que pour nous, ça compte beaucoup. Il y a beaucoup de votes à la clé. Donc j'espère qu'on va gagner la Pennsylvanie. Et d'autres États. J'espère qu'on va gagner des États qui étaient des fiefs démocrates. Scott parlait de la Pennsylvanie, c'est intéressant parce que d'après les premières estimations, le vote latino serait plus important qu'en 2020. Et ce serait une indication assez intéressante à vérifier ou en tout cas à approfondir pour la Pennsylvanie où la communauté latino et portoricaine, qui a été un sujet dans les derniers jours de la campagne, se vérifie aussi. Igor Saïri en direct de West Palm Beach avec Hortense Gérard. De la Floride, nous allons remonter au nord, à Washington, retrouver notre envoyée spéciale Isabelle Golens. Isabelle, vous êtes en ce moment même à Washington DC dans un bar avec des soutiens de la candidate démocrate Kamala Harris. Comment réagissent-ils aux résultats, aux premiers résultats qui sont en train de tomber? Eh bien, pour vous dire, à peu près toutes les 20-30 minutes, il y a de nouvelles projections et clairement, chaque fois que la candidate démocrate est en tête, il y a des applaudissements, des cris. Vous voyez ces écrans géants, il y en a un peu partout, plus d'une dizaine ici. Habituellement, on regarde des événements sportifs et bien ce soir, l'événement, bien sûr, c'est l'élection. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes ici, beaucoup de jeunes qui ont voté démocrate et qui viennent entre amis parce que c'est un événement qu'on veut suivre entre amis. On est justement avec Baron. Hi. Bonsoir. Première question. Vous avez cet autocollant, comme beaucoup d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un insigne pour nous. Quand vous votez, vous avez un autocollant et vous le collez sur votre t-shirt. On a chacun notre version. C'est une version générique, mais voilà, c'est pour montrer qu'on a voté. Est-ce que vous êtes préoccupé par les résultats? Oui, je suis inquiet. Ça va être au coude à coude. Ça va être très serré. Je suis démocrate et je suis assez inquiet. Voilà, il faut que... Il y a eu beaucoup de campagnes pour encourager le vote, mais je suis assez inquiet. Et Benjamin, pour vous dire, vraiment, minute après minute, ce bar qui ne désemplit pas, ces Américains qui viennent de plus en plus nombreux, vous voyez sur ces images de Théo Touché, pour assister aux résultats, aux premières estimations, minute par minute, heure après heure.
Isabelle Gollens en direct de Washington avec Théo Touché et cette information qui nous parvient de l'état clé du Nevada. Les bulletins de vote exprimés jusqu'à présent dans cet état sont plus élevés que le total des votes lors des élections de 2020. Voilà ce que dit le secrétaire d'État du Nevada à CNN. Ça veut donc dire que dans cet état clé de l'ouest des États-Unis, la participation progresse. Soufiane El-Sabag, bien sûr, j'aimerais avoir votre regard sur ce qui est en train de se jouer, cette avance de Donald Trump. Parmi les États remportés par le candidat républicain, il y a la Floride. Ce n'est pas une surprise, la Floride n'était pas un État clé. Mais pour autant, ce qui est intéressant, c'est de voir que visiblement, des éléments qui nous parviennent, le candidat républicain performe particulièrement bien dans cet État. Et notamment, c'est intéressant de voir qu'il n'a pas pâti de la polémique autour de la communauté portoricaine. On se souvient des propos tenus par un soi-disant humoriste à quelques blocs d'ici au Madison Square Garden. Ça dit quelque chose sur la dynamique Donald Trump, la façon dont il a remporté cet État de Floride? Oui, je crois que c'est le cas, absolument. On avait déjà des signes avant-coureurs. Monsieur Trump, en 2016, a gagné la Floride de 1 point. Il l'a gagné de 3 points face à Monsieur Biden en 2020. Et là, visiblement, il va faire une marche très très importante. Ouais. Et ça, c'est dû au comté de Miami-Dade, dans l'extrême sud de la Floride, qui comporte une minorité très importante de Cubains américains plutôt que de Portoricains. Et on sait qu'historiquement, ces Cubains américains sont très favorables aux républicains. Il y a 12 ans, M. Obama avait remporté la Floride grâce à ce vote. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la Floride est vraiment un État solidement républicain. Et j'en veux pour preuve une mesure référendaire qui est très importante, l'amendement numéro 4 en Floride, sur la constitutionnalisation de l'avortement dans cet État, qui, selon toute vraisemblance, n'atteindra pas les 60% nécessaires pour devenir la loi de l'État. Et donc, ça veut dire qu'on aura un avortement limité à 6 semaines dans cet État, donc une mesure extrêmement conservatrice, qui montre encore une fois le virage à droite, qui est incontestable de cet État, qui va s'installer de façon très durable maintenant dans la colonne républicaine. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent à l'instant, ces chiffres, 14 États remportés par Donald Trump, 4 par Kamala Harris. Bien évidemment, il ne faut pas se fier à ces premiers résultats, puisque le résultat des États clés arrivera au fur et à mesure de la soirée. Mais ce que l'on constate, Christine Ockrent, pour autant, c'est que par rapport à 2020 notamment, il n'y a pas de sous-performance de Donald Trump. Il n'y a pas d'effondrement. Ça veut donc dire que le vote Donald Trump n'a pas été surestimé, du moins dans les sondages. Oui, parce que c'était l'une des suppositions. Oui. Donald Trump avait été sous-estimé, en tout cas en 2016. Et donc, il y avait cette idée que sans doute les instituts qui s'étaient lourdement trompés à l'époque en faveur d'Hillary Clinton allaient corriger en quelque sorte Donald Trump. Donc, d'un côté, Donald Trump est véritablement dans les États déjà acquis au Parti républicain. Il fait une excellente performance, mais on peut aussi penser que les instituts de sondage ont fait des progrès s'agissant des deux candidats. C'est probablement ce que l'on pourra vérifier dans les heures qui viennent s'agissant des États traditionnellement bleus, c'est-à-dire les États qui votent démocrates. On l'a vu dans le Vermont, on l'a vu dans le Massachusetts, encore une fois des terres démocrates traditionnelles. Et en Caroline du Nord, qui est encore une fois un État très intéressant, où les républicains ont obtenu l'obligation absolue d'avoir une note pour voter, un papier d'identité en papier et non plus seulement une carte d'étudiant de la cantine, etc. Ce que l'on voit, c'est que le gouverneur, le candidat démocrate, a battu le candidat républicain, Mark Robinson, qui était un candidat afro-américain extrêmement pro-Trump et extrêmement vociférant dans tous les sens du terme, qui avait eu quelques ennuis, notamment pour des histoires sexistes d'assez mauvais goût. Donc Robinson a été battu et c'est un gouverneur démocrate qui a été élu ce soir. Christine Ockrent, vous évoquiez les terres démocrates. On peut vous annoncer que la candidate démocrate Kamala Harris a remporté l'État du Delaware, qui est l'État dont le président Joe Biden est originaire. Pas de surprise de ce point de vue-là, cet État de la côte est des États-Unis qui tombe donc dans l'escarcelle du camp démocrate comme c'était prévu. Je voudrais qu'on parle
de l'État qui est au cœur de toutes les questions, évidemment l'État de Pennsylvanie. 19 grands électeurs surnommés la Petite Amérique. Il y a les grandes villes, Philadelphie, Pittsburgh, et puis il y a au fond le milieu de cet État qui est un État plus rural. Cynthia Iliuz, ce que disaient nos confrères de CNN il y a un instant, c'est que l'équipe de Kamala Harris était visiblement confiante de voir que dans la ville, le dépouillement arrivera plus tard, il y avait une forte mobilisation. Tout va se jouer dans cet État. Celui ou celle qui remportera la Pennsylvanie prendra une option très sérieuse pour rentrer à la Maison-Blanche. Oui, en plus on a vu qu'il y a énormément de jeunes qui se sont inscrits sur les listes et notamment des jeunes femmes. Je voyais tout à l'heure des témoignages de jeunes femmes qui disaient que c'est la première fois qu'elles venaient voter et qu'elles venaient voter uniquement parce que Kamala Harris était une femme, qu'elle défendait les droits des femmes et qu'elle défendait également le droit à l'avortement. On parlait tout à l'heure de la Floride qui n'a pas été remportée par Kamala Harris. Ça aurait pu être aussi un indicateur de voir si ce thème de l'avortement pouvait renverser d'un coup écoutez l'élection. Visiblement c'est assez compliqué puisque en tout cas la Floride n'a pas voté en faveur de Kamala Harris et pourtant c'est l'un des 10 États dans lequel on votait sur ces sujets puisqu'on vote bien sûr pour la présidente ou le président mais aussi pour les sujets connexes et notamment de savoir si on va allonger par exemple la possibilité d'avoir recours à l'IVG ou est-ce qu'on va l'interdire, est-ce que l'IVG va par exemple être remboursé. Ulysse Gosset. Et sur ce point justement ça confirme ce que vous disiez puisque la Floride vient de rejeter une proposition qui aurait permis justement d'établir le droit à l'avortement dans la constitution de l'État de Floride. Eh bien non, ça a été repoussé. Ce qui veut dire que la Floride reste un État très conservateur et très républicain. Et comme l'amendement qui aurait permis de fumer du cannabis légalement. Et vous avez raison. Et vous avez raison de signaler que ces autres scrutins sont également des baromètres pour mesurer le rapport de force qui permettra de dire qui va rentrer à la Maison-Blanche. Je vous donne la parole dans un instant. Juste avant, j'aimerais qu'on retourne sur le terrain, retrouver notre envoyé spécial en Géorgie, Élise Phillips. Élise, vous êtes dans un bar, dans un rassemblement avec des démocrates, alors que pour l'instant, les premières remontées de l'État clé essentiel de la Géorgie sont plutôt favorables au candidat républicain Donald Trump. Et oui, et ça n'enchante pas du tout les personnes avec qui on est ce soir dans ce bar avec Sonia Reynaud parce que c'est à majorité démocrate, beaucoup de jeunes qui suivent les résultats en direct sur CNN depuis plusieurs heures maintenant. On suit avec assiduité tout ce qui tombe. À chaque fois que certains États tombent dans l'escarcelle de Kamala Harris, il y a des éclats de joie. Mais pour l'instant, c'est vrai que la bataille est plutôt en faveur de Donald Trump. En tout cas, ici en Géorgie, sur les bulletins de vote qui ont été dépouillés, pour l'instant, Donald Trump a une avance assez confortable d'environ 53% des voix contre environ entre 46 et 47% pour Kamala Harris. Et on va aller demander à Matt ce qu'il en pense. Matt qui a voté démocrate. Matt, how do you feel tonight when you see Comment vous sentez-vous en voyant les résultats? C'est intéressant. On voit que Donald Trump est en tête. Donc beaucoup de stress lié à ça. Comment réagirez-vous si il est élu? Eh bien, j'irai en Europe. Il est en tête, il a parlé de fraude en Pennsylvanie. Que pensez-vous? Oui, c'est ce que les fascistes font, c'est un fasciste. On n'a vraiment pas besoin de ça, le monde n'en a pas besoin. C'est un moment vraiment effrayant. Vous allez rester ici toute la nuit jusqu'à ce que les résultats soient annoncés? Oui, pendant quelques heures, et je rentrerai chez moi ensuite. Cette campagne a été assez violente et longue. Êtes-vous soulagé que tout ça ait pris fin? Eh bien, si Donald Trump est élu, ce ne sera pas la fin. Donc, on est un peu dans la panade de toute manière. Assez anxieux et on peut le comprendre quand on sait qu'il est démocrate parce que c'est vrai que pour l'instant en Géorgie encore une fois l'avance est largement en faveur de Donald Trump et contrairement à il y a 4 ans on devrait avoir les résultats ici dans cet état clé beaucoup plus rapidement puisque énormément d'habitants de Géorgie ont voté en avance et donc leurs bulletins de vote ont été dépouillés plus rapidement et encore une fois pour le moment c'est bien le candidat républicain qui est en avance et qui pourrait remporter les 16 grands électeurs cruciaux de cet état clé.
Élise Phillips en direct d'Atlanta en Géorgie avec Sonia Reynaud. Élise, vous évoquiez l'avance de Donald Trump. Pour être très précis, sur 70% des bulletins dépouillés, le candidat républicain prend la tête avec 52,9% des voix contre 46,4% pour la candidate démocrate Kamala Harris, qui fait effectivement une avance substantielle, près de 200 000 voix de plus pour le candidat républicain sur 70% des bulletins dépouillés, même si Soufiane El-Sabag, là encore, il faut toujours préciser que dans l'État de Géorgie, les derniers bulletins dépouillés sont ceux des grandes villes, Atlanta notamment, et que les grandes villes sont plutôt favorables à Kamala Harris. Mais c'est vrai que là, l'écart est assez substantiel. Ce serait franchement une mauvaise nouvelle pour Kamala Harris si la Géorgie basculait du côté Trump.